Bienvenue dans cette série de vidéos où je vais proposer la correction détaillée de l'épreuve de physique-chimie du baccalauréat général session 2023 Métropole qui a lieu le 21 mars 2023. Je vais commencer tout d'abord par une petite présentation du sujet et des exercices. Ensuite, je vous propose la correction de la première partie de l'épreuve. Vous pouvez aussi consulter la correction de l'exercice 2 et 3 dans les vidéos suivantes et trouver les lancers de l'épreuve en cliquant sur le lien au-dessous de la vidéo. L'épreuve comporte 3 exercices qui nous plongent dans différents chapitres du programme. Tout d'abord, nous aborderons l'exercice 1, portant sur l'étude de la vitamine C contenue dans les kiwis. Dans cet exercice, on va voir la présentation des molécules organiques, la spectroscopie infrarouge, les réactions acide-base et du titrage, ainsi que la cinétique chimique. Ensuite, nous nous pencherons sur l'exercice 2 qui s'intéresse à l'étude d'un mouvement dans un champ uniforme de pesanteur dans le contexte de la protection des crapauds. Enfin, nous terminerons par l'exercice 3 qui porte sur la modélisation d'un détecteur capacitif d'humidité et on va voir dans cet exercice l'évolution temporelle des systèmes capacitifs. Commençons alors par l'exercice 1, étude de la vitamine C contenue dans les kiwis. L'acide ascorbique, couramment appelé vitamine C, intervient dans de nombreux processus métaboliques dans le corps humain. Comme l'organisme ne peut ni la synthétiser ni la stocker, les apports en vitamine C doivent se faire par alimentation. Les kiwis jaunes et les kiwis verts font partie des fruits les plus riches en acide ascorbique. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation recommande un apport minimum en vitamine C de 110 mg par jour pour un adulte. Donc faites attention à cette valeur, il n'est pas donné au hasard, il sera utile ensuite à la réponse d'une question. Donc l'objectif de cet exercice est d'étudier les propriétés de l'acide ascorbique et de déterminer la quantité de kiwi nécessaire aux besoins journaliers d'un adulte en vitamine C. Il nous donne alors la formule brute de l'acide ascorbique, C6H8O6, la formule topologique de l'acide ascorbique, donnée ci-contre, voilà, la masse molaire de l'acide ascorbique, M est égal à 176 g mol-1, le couple acide-base associé à l'acide ascorbique et la concentration standard C0 qui est égal à 1,0 mol litre-1. Il nous demande dans la première question de représenter la formule semi-développée de l'acide ascorbique, puis nommer les familles fonctionnelles associées au groupe A et B, entourées sur la formule topologique. Donc voilà la formule topologique de l'acide ascorbique, où la chaîne carbonée principale, qui est composée de 6 atomes du carbone, est représentée avec une chaîne brisée, dans laquelle les atomes du carbone ne sont pas représentés, ni les atomes d'hydrogène, alors que les autres atomes et les atomes d'hydrogène liés à ces atomes sont représentés. Donc ici, on a représenté les atomes d'oxygène ainsi que les hydrogènes liés à ces atomes. Donc pour trouver la formule semi-développée à partir de la formule topologique, je vous conseille de suivre ces 3 étapes. Alors dans la première étape, on va identifier tous les atomes de carbone de la chaîne principale. Donc dans ma chaîne principale, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 atomes de carbone. Donc je vais dessiner une chaîne à 6 atomes de carbone en respectant bien sûr la forme de la formule topologique. Voilà. Je vais ajouter les autres liaisons qui sont présentes dans la formule topologique. Voilà. La double liaison entre ces 2 carbones, 2 liaisons simples et une double liaison avec ce carbone. On passe à la deuxième étape.
où on va ajouter les atomes d'hydrogène nécessaires pour que chaque atome de carbone forme exactement 4 liaisons. Par exemple, ce carbone, il fait 1, 2 liaisons simples. Donc je vais ajouter 2 atomes d'hydrogène. Et ici, je vais ajouter un seul atome, puisque le carbone fait 1, 2 et 3 liaisons. Pareil pour ce carbone. Et pour le reste des carbones, je ne vais pas ajouter d'hydrogène, puisque chaque atome du carbone fait une double liaison et 2 liaisons simples. Alors, on passe à la troisième étape, où on va placer les autres atomes présents dans la molécule en fonction des liaisons indiquées. Donc, j'ai ici un oxygène, un atome d'oxygène, un autre atome d'oxygène et des groupes OH ici et ici sur chaque atome du carbone. Donc, oxygène ici, OH, OH, OH et OH. Donc voilà, j'ai trouvé la formule semi-développée de l'acide ascorbique. Nous sommes encore dans la première question parce qu'il nous demande aussi de nommer les familles fonctionnelles associées au groupe A et B entourées sur la formule topologique. Alors, le groupe donc A, c'est le groupe hydroxyle. Donc j'ai le groupe OH et donc c'est la fonction alcool. Le groupe B maintenant, c'est le groupe ester puisque j'ai un carbone, double liaison O, oxygène, carbone. Donc c'est le groupe ester, c'est double liaison O, oxygène, carbone, et donc c'est la famille ester ou bien la fonction ester. Alors, question 2, justifier que le spectre infrarouge de la figure 1 est compatible avec la structure de l'acide ascorbique. Donc il nous donne ce spectre infrarouge ainsi que des données de spectroscopie infrarouge. Donc l'allure de la bande caractéristique et le nombre d'ondes pour différentes liaisons. Voilà. Un petit rappel sur la spectroscopie infrarouge, qui est une technique d'analyse qui permet de connaître et d'identifier les groupes fonctionnels dans la molécule. La solution à analyser est irradiée avec des rayonnements infrarouges d'intensité I0 avec une longueur d'onde comprise bien sûr entre 800 nanomètres et 1000 nanomètres. Donc on travaille dans le domaine des rayonnements infrarouges. Alors, ces rayonnements font vibrer les liaisons chimiques de la molécule et donc la solution à analyser va absorber une quantité du rayonnement incident et va émettre un rayonnement d'intensité I qui est inférieur à l'intensité initiale. Sur le spectre infrarouge, on représente en ordonnée la transmittance en pourcentage qui est égale à I sur I0 fois 100 et en abscisse le nombre d'ondes qui est égal à 1 sur lambda et exprimé généralement en centimètres moins 1. Et donc on va obtenir des bandes d'absorption. Chaque bande correspond à une liaison bien déterminée dans la molécule. Et la bande est caractérisée par sa position, c'est-à-dire l'abscisse exacte, et l'allure de la bande, c'est-à-dire s'il est forte ou bien faible, et s'il est large ou bien fine. Alors on revient à notre exercice et on va essayer de faire correspondre ce spectre infrarouge à la molécule d'acide ascorbique. Alors quel que soit le spectre infrarouge qu'on va analyser, il faut suivre ces deux étapes. Dans la première étape, on va délimiter la zone d'exploitation en deux parties. Je vais partager mon spectre entre 4000 et 1500. Ça, c'est la zone d'exploitation où on va trouver des bandes caractéristiques de quelques liaisons. Et la zone de l'empreinte digitale entre 1500 et 500 cm-1. Donc ici, c'est une zone qui n'est pas exploitable parce qu'il est lié
à la structure de la chaîne carbonée. On passe alors à la deuxième étape où on va essayer de trouver les bonnes caractéristiques correspondantes aux liaisons en utilisant le tableau des données. Et donc on va lire sur l'axe des abscisses du spectre infrarouge les différents nombres d'ondes des bandes caractéristiques. Ensuite, à l'aide du tableau des données de spectroscopie infrarouge, on va identifier les différentes liaisons relatives à ces bandes. Alors, pour cela, on va utiliser le tableau des données de spectroscopie infrarouge. Tout d'abord, on remarque la présence d'une bande qui est forte et fine vers 1650 et 1730. Donc, cette bande correspond bien à la liaison C, double liaison O. Ensuite, on peut détecter des bandes d'absorption qui sont fortes entre 2850 et 3100 cm-1. Donc ces bandes correspondent bien aux liaisons CH présentes dans la molécule. Voilà. Et finalement, on trouve des bandes d'absorption qui sont fortes aussi et larges entre 3200 et 3700. Donc ces bandes d'absorption correspondent bien aux liaisons OH présentes dans la molécule. Voilà, c'est la bande d'absorption des liaisons OH. Et donc, pour répondre à cette question, on va dire que le spectre infrarouge de la figure 1 montre la présence des bandes d'absorption fortes et larges entre 3200 et 3700 cm-1 pour les liaisons OH, une bande d'absorption forte et fine entre 1650 et 1730 cm-1 pour la liaison C double liaison O, et finalement des bandes d'absorption forte entre 2850 et 3100 cm-1 pour les liaisons CH. Et donc, on peut dire maintenant que le spectre donné dans la question est compatible avec la molécule étudiée. On passe maintenant à la question suivante. Pour étudier les propriétés acido-basiques de la vitamine C, on dissout 1,0 g d'acide ascorbique commercial dans une fiole jaugée de 50 ml, puis on complète jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. La mesure du pH de la solution donne pH égal à 2,6. Et il nous demande de déterminer la quantité de matière initiale N0 d'acide ascorbique introduite dans la fiole jaugée. Donc, dans la fiole de volume égal à 50 ml, on va introduire une masse qui est égale à 1,0 g d'acide ascorbique. Donc, pour calculer la quantité de matière N0 initiale, je peux utiliser deux formules. Soit la formule N0 est égale à la masse sur la masse molaire, ou bien N0 est égal à la concentration de la solution en acide ascorbique fois le volume. Donc, qu'est-ce qu'on a comme données? J'ai la masse introduite de l'acide ascorbique et la masse molaire de l'acide ascorbique. Et donc, pour calculer la quantité de matière, je vais utiliser cette formule vu que je n'ai pas la concentration de l'acide ascorbique dans la solution. Donc, la quantité de matière initiale N0 est égale à la masse sur la masse molaire est égale à 1,0 divisé par 176 grammes par mol. Donc ça donne combien? Ça donne 5,7 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Et donc, on a introduit une quantité de matière N0 qui est égale à 5,7 fois 10 à la puissance moins 3 mol.
La transformation entre l'acide ascorbique et l'eau est modélisée par la réaction d'équation C6H8O6 plus H2O liquide, donnant C6H7O6- aqueux plus H3O plus aqueux. Alors, un petit rappel sur les réactions acido-basiques. Commençons tout d'abord par la définition d'un acide et d'une base. Selon Bronsted, un acide est une espèce capable de céder un ou plusieurs protons H+. Donc l'acide A1H, il va céder un proton H+, et il se transforme en A1-. Donc A1-, c'est la base conjuguée de l'acide A1H. Et donc on va associer à cette réaction le couple A1H, A1-, où A1H c'est l'acide et A1- c'est la base du couple. Alors, une base maintenant est une espèce capable de capter un ou plusieurs protons H+. Donc la base A2- va s'associer à un proton H+, pour donner son acide conjugué qui est le A2H. Et donc on associe à cette réaction le couple A2H, A2-. Donc A2H c'est l'acide et A2- c'est la base conjuguée. Alors on peut maintenant définir une réaction acido-basique qui met en jeu un acide d'un couple et une base d'un autre couple. Et donc le A1H va céder un proton H+, il se transforme à A1- et la base de l'autre couple A2- va s'associer au proton H+ donné par cet acide et il se transforme à son acide conjugué. Donc si on revient à notre cas de l'exercice, l'acide ascorbique va céder un proton H+, il se transforme à sa base conjuguée C6H7O6-. Ce proton libéré par l'acide va s'associer à la molécule de H2O qui est la base pour donner son acide conjugué qui est l'ion H3O+. Il faut faire attention à la molécule de H2O parce qu'elle possède un caractère amphotère ou bien ampholyte. Un ampholyte est une espèce chimique pouvant se comporter à la fois comme un acide et comme une base dans un autre couple. Les couples mis en jeu sont H2O H-, où la molécule de H2O joue le rôle ici d'un acide, et le couple H3O plus H2O, où elle joue le rôle d'une base. Un acide ou bien une base est dite forte lorsque sa réaction avec l'eau est totale. Donc l'équation qui modélise la réaction elle sera totale en utilisant une simple flèche. Et donc à la fin de la réaction, toute la quantité du AH initial va disparaître et la concentration en A- est égale à la concentration de H3+, et sera égale à la concentration du AH, l'acide, à l'instant égale 0. Maintenant pour un acide ou bien une base qui sont faibles, la réaction avec l'eau n'est pas totale. Et donc l'équation qui modélise la réaction avec l'eau sera équilibrée en utilisant une double flèche. Et donc à la fin de la réaction, la quantité ou bien la concentration finale de l'acide ascorbique ou bien notre acide, elle est non nulle puisque l'acide est encore dans le milieu, il ne réagit pas totalement et donc la concentration de A- finale est égale bien sûr à la concentration de H3+ finale, mais ces deux concentrations sont différentes de la concentration initiale en acide introduit initialement. Alors question 4, donner la définition d'un acide faible. Donc il faut définir le terme acide et le terme faible. Donc un acide faible est une espèce susceptible de donner un ou plusieurs protons et lorsqu'il est introduit dans l'eau, il ne réagira pas entièrement pour former sa base conjuguée. Donc voilà la définition d'un acide faible. On passe alors à la question suivante où il nous demande de montrer que l'acide ascorbique est un acide faible dans l'eau. Donc on a dit pour
un acide fort, la concentration finale en acide est égale 0 puisqu'il va disparaître totalement après sa réaction avec l'eau. Et donc la concentration en H3O+, à la fin de la réaction, est égale à la concentration apportée en acide initialement. Et donc pour montrer que l'acide ascorbique est un acide faible, donc il suffit de montrer que la concentration finale en H3+, elle est différente de la concentration initiale introduite dans le milieu de l'acide ascorbique. Et donc il faut passer par ces étapes. On cherche la concentration initiale en acide. Ensuite, on cherche la concentration finale en ion H3+. Et finalement, on va comparer les deux concentrations. Alors, je vous rappelle qu'on a préparé une solution de 50 ml de volume en introduisant 1,0 g d'acide ascorbique en ajoutant aussi de l'eau distillée. Donc, une fois la réaction entre l'acide ascorbique et l'eau aura lieu, on va mesurer la valeur du pH et on va trouver pH égal à 2,6. Donc, pour montrer que l'acide ascorbique est un acide faible, il suffit de montrer que la concentration initiale de C6H8O6 de l'acide ascorbique est différente de la concentration finale en H3O+. Donc, première étape, on va calculer la concentration initiale en acide ascorbique. La concentration initiale en acide ascorbique, C6H8O6 0. Donc, concentration molaire, donc c'est le nombre de moles par volume. Donc, c'est N0 qu'on a calculé déjà, divisé par le volume de la solution préparée. Donc, égal à 5,7 fois 10 à la puissance moins 3 divisé par le volume. Donc, le volume est donné en millilitres, donc il faut le convertir en litres dans le système international. Donc 50 fois 10 à la puissance moins 3. Et on trouve une valeur de 1,14 fois 10 à la puissance moins 1 mol litre moins 1. On passe à la deuxième étape et on calcule la concentration finale en ion H3+. Je ne peux pas calculer la concentration directement, mais regardez, j'ai la valeur du pH. Et je sais bien que pH, par définition, est égal à moins log de la concentration en H3O+. Finale. Et donc, la concentration de H3O+, finale est égale à 10 à la puissance moins pH. Et donc égal à 10 à la puissance moins 2,6 et ce qui donne 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 mol litre moins 1. On compare alors les deux concentrations. La concentration initiale en acide ascorbique, elle est très supérieure à la concentration finale de H3O+. Et donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que l'acide n'a donc très peu réagi avec l'eau et elle est par conséquent faible dans l'eau. Alors on passe à la question 6. Donnez l'expression de la constante d'acidité Ka du couple associé à l'acide ascorbique en fonction des concentrations de l'acide, de sa base conjuguée, de l'ion H3+ à l'équilibre et de la concentration standard C0, puis montrer que la valeur du pKa est proche de 4,2. Alors, un petit rappel sur la constante d'acidité. Alors, si j'ai un couple d'acide faible à H avec sa base conjuguée à moins, alors on va associer à ce couple l'équation de la réaction de dissociation de l'acide avec l'eau. Donc, cette équation, bien sûr, elle est équilibrée puisque notre acide à H est un acide faible. Donc, sa réaction avec l'eau n'est pas totale, donc il est équilibré. Donc, c'est une situation dans laquelle les vitesses des réactions directes et inverses sont égaux.
Donc, ce qui signifie qu'il n'y a plus de changement net dans les concentrations des espèces chimiques impliquées dans la réaction. Et donc, à l'équilibre, bien que les réactions directes et inverses continuent de se produire, les concentrations des réactifs et des produits restent constantes au fil du temps. Et donc, la constante d'acidité Ka d'un couple AH1-, c'est la constante d'équilibre associée à la réaction de dissociation de l'acide AH dans l'eau, et elle s'écrit Ka égale la concentration de H3+ à l'équilibre divisé par la concentration standard fois la concentration de la base conjuguée à l'équilibre bien sûr, divisé par la concentration C0, le tout divisé par la concentration de l'acide à l'équilibre divisé par la concentration standard C0. Et donc on peut simplifier cette concentration et cette concentration. Donc on trouve Ka égale la concentration de H3+ à l'équilibre fois la concentration de la base à l'équilibre divisé par la concentration de l'acide à l'équilibre fois la concentration standard. Alors, on définit aussi le pKa d'un couple AH1- comme suit. Donc pKa est égal à moins log du Ka. Alors on revient à notre question. On va tout d'abord exprimer la constante d'acidité Ka et ensuite calculer et montrer que la valeur du pKa est égale à 4,2. Donc voilà notre réaction dans l'eau. L'acide ascorbique avec l'eau donne sa base conjuguée et l'ion H3+. Et donc la constante d'acidité Ka est égale à la concentration de l'ion H3+ divisé par la concentration standard. Donc concentration de H3+ bien sûr à l'équilibre sur C0 fois la concentration de la base conjuguée divisé par la concentration standard. Donc fois la concentration de C6H7O6- à l'équilibre sur C0, le tout divisé par la concentration de l'acide à l'équilibre. Concentration de C6H8O6 à l'équilibre divisé par C0. Et donc, par simplification des concentrations standards, on va trouver que Ka est égal à la concentration des ions H3+ à l'équilibre fois la concentration de la base conjuguée O6- à l'équilibre divisé par la concentration de l'acide ascorbique à l'équilibre fois la concentration standard. Donc voilà l'expression de la constante d'acidité associée au couple de l'acide ascorbique. La valeur maintenant du pKa, on sait que pKa égale à moins log du Ka. Et donc pKa égale à moins log de la concentration de H3O+ à l'équilibre fois la concentration de C6H7O6- à l'équilibre divisé par la concentration de C6H8O6- à l'équilibre fois la concentration standard C0. Et donc pour trouver la valeur du pKa, il suffit de trouver tout d'abord les concentrations des ions H3+, C6H7O6- et la concentration de l'acide à l'équilibre, c'est-à-dire à l'état final de la réaction. Alors pour trouver ces concentrations, je vous conseille de tracer un tableau d'avancement de la réaction qui vous permet de résumer les informations concernant l'évolution de la réaction au cours du temps. Donc voilà mon tableau, je vais remplir les cases vides. Alors équation de la réaction, c'est C6H8O6, l'acide ascorbique, plus H2O. Donc côté réactif donne le C6H7O6- plus le H3O+.
Alors, je vais exprimer l'avancement de la réaction en termes de concentration. Alors, à l'état initial, j'ai introduit une concentration initiale d'acide ascorbique. Et donc, la concentration en acide ascorbique, c'est la concentration initiale. Donc, c'est C6H8O6 initial. Alors, l'eau, c'est le solvant de la réaction, donc il est onyxé par rapport à l'acide ascorbique. Et donc, je vais mettre un tiret ici. Je n'ai pas encore formé ni de la base conjuguée de l'acide, ni de l'ion H3+. Et donc, c'est 0 pour les deux. Alors, à l'état maintenant intermédiaire, l'acide ascorbique va commencer à réagir avec l'eau et donc sa concentration à cet instant, c'est la concentration initiale, C6H8O6, 0, moins l'avancement de la réaction ou bien la quantité qui a réagi avec la molécule de H2O. Donc, toujours la molécule de H2O est onyxée par rapport à l'acide ascorbique. La quantité maintenant de C6H7O6- et la quantité de H3O+ formée, ça sera la quantité qui a réagi de l'acide ascorbique. Et donc, ça sera Y pour la base conjuguée et pareil pour l'ion H3O+. Maintenant, pour l'état final, donc ça sera la concentration de C6H8O6, 0, moins Y à l'équilibre, l'avancement de la réaction à l'équilibre. La molécule de H2O est toujours en XC, donc Y équilibre pour le C6H7O6- et pareil, Y à l'équilibre pour l'ion H3O+. Et donc, à partir de ce tableau d'avancement, je peux déduire que la concentration en C6H7O6- est égale à la concentration de l'ion H3+. Et donc, concentration de C6H7O6- finale est égale à la concentration de H3O+ finale, qui est égale à 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 qu'on a trouvé dans des questions précédentes. Alors, la concentration maintenant de l'acide à l'état final, donc ça sera la concentration initiale qu'on a calculée déjà, moins Y, l'avancement à l'équilibre. Et l'avancement à l'équilibre est égal à la concentration de H3O+ finale. Et donc, la concentration de C6H8O6 finale est égale à combien? À la concentration initiale de l'acide, C6H8O6, moins la concentration finale en ion H3+. Donc la concentration finale en ion H3+, représente la quantité d'acide ascorbique qui a réagi. Donc la quantité finale, ça sera la quantité initiale moins la quantité qui a réagi. Et donc ça donne 1,14 fois 10 à la puissance moins 4 moins 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 en concentration. Et donc pKa maintenant est égal à moins log. Donc la concentration de H3+ fois la concentration de C6H7O6-, c'est-à-dire 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 le tout au carré, puisque c'est la même valeur pour les deux, divisé par la concentration de l'acide ascorbique à la fin de la réaction. Et donc la concentration de l'acide ascorbique, c'est 1,4 fois 10 moins 4 moins 2,5 fois 10 moins 3. Et donc le tout divisé par 1,14 fois 10 à la puissance moins 4 moins 2,5 fois 10 à la puissance moins 3. Donc tout calcul fait donne une valeur comme c'est demandé qui est égale à 4,2. Alors après avoir étudié quelques propriétés physico-chimiques de l'acide ascorbique, on va essayer de déterminer la concentration en acide ascorbique d'un kiwi jaune. Donc on le mixe jusqu'à obtenir du jus dont le pH est de 3,5. Il nous demande alors de déterminer l'espèce acide-base prédominante associée à l'acide ascorbique présent dans le jus d'un kiwi jaune. Alors,
je vous propose un rappel sur le diagramme de prédominance. Alors, si j'ai un couple AH à moi, un couple d'acide faible et de sa base conjuguée, on peut tracer une échelle de pH ou bien un diagramme de prédominance. Alors, si pH est égal à pKa, dans ce cas, la concentration de AH, de la forme acide, est égale à la concentration de la forme basique. C'est-à-dire les deux formes, acide et base, coexistent dans les mêmes proportions. Alors, maintenant, si la valeur du pH est inférieure à la valeur du pKa, donc dans ce cas, AH, la concentration de la forme acide, est très supérieure à la concentration de la forme basique. Et donc, dans ce domaine, j'ai une prédominance de la forme acide, AH. Maintenant, si la valeur du pH est supérieure à la valeur du pKa, dans ce cas, la concentration de la forme acide est très inférieure à la concentration de la forme basique. Et donc, dans ce domaine, j'ai une prédominance de la forme basique à moi. Alors, on revient à notre exercice. Qu'est-ce que j'ai alors? Dans le jus de kiwi, on a pH est inférieur à pKa, puisque pH égale 3,5 et pKa c'est 4,2. Et donc, l'espèce majoritaire sera donc l'acide ascorbique. Alors, la quantité d'acide ascorbique présent dans un kiwi jaune est déterminée à l'aide d'un dosage par excès. Le principe de cette méthode est le suivant. Donc, on met le jus de kiwi en présence d'une quantité connue de d'iode. Seul l'acide ascorbique réagit avec le d'iode introduit en excès. Donc, la première étape, ça sera une réaction entre le d'iode et l'acide ascorbique. On détermine ensuite par titrage la quantité de d'iode restant. Donc, la quantité d'iode en excès, une partie va réagir avec l'acide ascorbique, et une partie va être restante. Donc, une fois je détermine la quantité de d'iode restant, je peux accéder à la quantité d'acide ascorbique dans le kiwi jaune. Alors, protocole du dosage, on va commencer par la première étape. Donc, la première étape, ce sera la réaction de l'acide ascorbique avec le d'iode en excès. Alors, introduire la totalité du jus d'un kiwi jaune mixé dans une fiole jaugée de 250 ml. Puis compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On appelle S la solution obtenue. Donc, j'ai une solution S que je vais déterminer sa concentration en acide ascorbique de volume V est égal à 250 ml. Alors, on va introduire dans un R léminière un volume V qui est égal à 50 ml de la solution S, ainsi qu'un volume V1 qui est égal à 20 ml d'une solution aqueuse de d'iode à la concentration C1 est égal à 2,9 10-2 mol/litre moins 1. Et donc, je vais ajouter à cette solution de J de QI une solution S, une solution SE1 de d'iode en excès, de volume est égal à 20 ml et de concentration qui est égale à 2,9 10-2 mol/litre moins 1. Et donc cette transformation elle est modélisée par la réaction d'équation suivante. Donc l'acide ascorbique va réagir avec le I2 qui est en excès pour donner ces produits. Alors dans une deuxième étape, on va essayer de titrer le d'iode restant en excès par les ions thiosulfate, S2O8 2-. Alors, titrer le contenu de l'air léminière préparé lors de l'étape 1 par une solution aqueuse de thiosulfate de sodium de concentration C2 qui est égale à 5 fois 10-2 mol/litre moins 1 en présence d'un indicateur coloré spécifique au d'iode. Donc, on obtient alors un volume à l'équivalence de thiosulfate ajouté qui est égal à 16,5 ml. La transformation mise en jeu lors du titrage peut être modélisée par la réaction d'équation suivante. Donc I2 plus 2 S2O3 de moi donne S4O6 de moi plus 2 I-. Donc on prépare tout d'abord la solution S d'un jus de kiwi
de volume 250 ml. Ensuite, on va prélever de cette solution un volume qui est égal à 50 ml, auquel on ajoute V1 qui est égal à 20 ml d'une solution aqueuse de diode de concentration C1 qui est égal à 2,9 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Donc, une fois la réaction se termine, le mélange réactionnel obtenu avec le diode ionique C est titré ensuite par une solution de thiosulfate de sodium de concentration C2 qui est égale à 5,00 fois 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Donc le but de ce titrage est de déterminer le diode ionique C qui reste dans le milieu réactionnel. Et le volume à l'équivalence est égal à 16,5. Alors question 8, en exploitant le résultat du tétrage, montrez que la quantité de matière de diode dosée lors de l'étape 2 est égale à 4,13 fois 10 à la puissance moins 4 mol de I2. Alors, un rappel sur les réactions du tétrage. Le tétrage est une méthode d'analyse qui utilise la réaction chimique entre l'espèce à doser, appelée réactif titré, et une espèce bien choisie appelée réactif titrant de concentration connue. Alors on va ajouter progressivement le réactif titrant et on cherche le moment particulier où on a ajouté juste ce qu'il faut du réactif titrant B pour faire disparaître totalement le réactif titré. Alors, ce moment est appelé l'équivalence de dosage ou bien le point d'équivalence et il est caractérisé par le volume ajouté du B à l'équivalence. Alors, le dosage est modélisé par cette équation, donc AA plus BB donne CC plus DD. Donc, à l'équivalence, le nombre de moles de B ajouté va servir à disparaître la totalité du A qu'on dose. Donc le nombre de moles de A sur son coefficient stoichiométrique est égal au nombre de moles de B ajouté à l'équivalence sur son coefficient stoichiométrique. Or, on sait que le nombre de moles de B, c'est le volume qu'on a ajouté à l'équivalence fois sa concentration connue. Et donc, le nombre de moles de A qu'on cherche est égal à A sur B fois le volume à l'équivalence fois la concentration connue de B. Alors, dans notre cas, c'est le I2 qui reste en XC dans le milieu réactionnel après réaction avec l'acide ascorbique, joue le rôle du réactif titré qu'on cherche à déterminer sa quantité de matière. Et le S2O3 de moi, c'est le réactif titrant. Et donc, à l'équivalence du titrage, le nombre de moles de I2 restant est égal au nombre de moles de S2O3 de moi divisé par son coefficient stoichiométrique. Et donc, le nombre de moles de I2 restant est égal à 1,5. Le nombre de moles de S2O3 de moi, c'est la concentration de la solution aqueuse de thiosulfate de sodium, qui est connue, fois le volume ajouté à l'équivalence. Donc c'est 1,5 C2 fois V2. Donc application numérique, NI2 restant est égal à 1,5 la concentration de C2 qui est égale à 5,00 fois 10 à la puissance moins 2 fois le volume ajouté à l'équivalence qui est 16,5 et c'est en millilitres, donc il faut multiplier fois 10 à la puissance moins 3 pour le convertir en litres. Et donc on trouve le nombre de moles de I2 restant. Donc c'est 4,13 fois 10 à la puissance moins 4 mol
comme c'est demandé dans la question. Alors, question 9. Après avoir calculé la masse d'acide ascorbique contenu dans un kiwi jaune, déterminez combien il faudrait en manger pour satisfaire les besoins journaliers en acide ascorbique d'un adulte. Donc, il faut tout d'abord calculer la masse d'acide ascorbique contenu dans un kiwi jaune. On a dit que le but de cette partie d'exercice est de déterminer la quantité de matière ou bien la masse d'acide ascorbique présente dans un kiwi jaune. Donc on a réalisé le dosage après avoir fait la réaction de l'acide ascorbique avec le I2. La quantité de I2 restante est dosée alors par le thiosulfate pour trouver la quantité de matière restante de I2. Donc tout d'abord, l'équation de l'acide ascorbique avec le I2 donc, montre que la quantité d'acide ascorbique qui réagit est égale à quoi? Est égale à la quantité de I2 qui réagit aussi. Et donc la quantité de matière de I2 initiale, qui est notée N1, qui est égale à C1 fois V1, la concentration C1 de la solution que j'ai ajoutée sur la concentration, fois le volume de cette solution que j'ai ajoutée. Donc cette quantité se divise en deux. Une partie qui réagit avec l'acide ascorbique et une partie qui reste en XC. C'est ce qu'on a calculé dans la question précédente. Le nombre de moles de I2 restant dans le milieu réactionnel. Et donc, le nombre de moles de I2 qui réagit est égal à quoi? Est égal le nombre de moles de N1, c'est-à-dire que j'ai introduit dans le milieu, moins le nombre de moles de I2 qui reste. Or, d'après l'équation de la première réaction, qu'est-ce que j'ai alors? J'ai le nombre de moles de l'acide ascorbique divisé par 1 est égal au nombre de moles de I2 qui a réagi divisé par 1. Alors, ces deux équations qu'on a trouvées nous permettent de calculer la quantité d'acide ascorbique présent dans 50 ml de la solution S. Donc, le nombre de moles de C6H8O6 présent dans 50 ml est égal au nombre de moles de I2 qui a réagi. Et donc, le nombre de moles de I2 qui a réagi, on a dit que est égal à N1, le nombre de moles initial, moins le nombre de moles de I2 qui reste dans le milieu. Et le nombre de moles N1, c'est quoi? C'est la quantité de matière initiale introduite. Et donc, c'est la concentration fois le volume de la solution de I2 que j'ai introduit dans le milieu. Donc, c'est C1 fois V1 moins NI2 restant. Donc, on passe à l'application numérique. Donc, le nombre de moles de C6H8O6 est égal à 2,9 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, ça, c'est C1 fois le volume V1 qui est égal à 20,0 ml. Donc, c'est fois 10 à la puissance moins 3 moins 4,13 fois 10 à la puissance moins 4. Et ça donne en total 1,7 fois 10 à la puissance moins 4 mol. Donc ça c'est quoi? C'est la quantité d'acide ascorbique présente dans 50 ml de la solution S. Or le volume de la solution S c'est 250 ml. Donc pour trouver la quantité de matière d'acide ascorbique dans 250 ml, il suffit de multiplier fois 5. Donc la quantité de matière d'acide ascorbique dans 250 ml de la solution S, N alors C6H8O6 dans un kiwi jaune est égal à 5 fois 1,7 fois 10 à la puissance moins 4. Et ça donne 8,5 fois 10 à la puissance moins 4 mol. Maintenant, pour trouver la masse de l'acide ascorbique présente dans un kiwi jaune, il suffit
de multiplier cette quantité de matière fois la masse molaire. Donc la masse de C6H8O6 présente dans un kiwi est égale au nombre de moles de C6H8O6 dans un kiwi fois la masse molaire de C6H8O6, la masse molaire de l'acide ascorbique. Et donc égale à 8,5 fois 10 à la puissance moins 4 fois la masse molaire qui est égale à 176 grammes par mol. Et donc ça donne au total 0,15 grammes. Alors d'après l'énoncé de l'exercice, la dose journalière en acide ascorbique pour un adulte est de 110 mg. Donc 110 mg est égal à combien? Est égal à 0,110 g. Donc puisque un kiwi jaune apporte 0,15 g, donc un seul kiwi suffit pour atteindre cette dose journalière. Alors, le même dosage est réalisé avec un kiwi vert de même masse. On obtient un nouveau volume à l'équivalence. Pour le titrage de diode restant, V2' est égal à 19,7 ml. Alors, question 10, expliquez son calcul si le kiwi vert contient plus ou moins d'acide ascorbique que le kiwi jaune. Alors, je vous rappelle que le nombre de moles de I2 restant est égal à 1,5 V2 fois C2. Donc, le nombre de moles de I2 restant est proportionnel au volume à l'équivalence. Donc, plus j'ai de volume à l'équivalence, plus le nombre de moles de I2 restant est élevé. Donc, avec un kiwi jaune, on obtient V2 qui est égal à 16,5 ml. Et avec un kiwi vert, on obtient V2' qui est égal à 19,7 ml. Donc comme V2' est supérieur à V2, cela signifie qu'il restait davantage de diodes après la réaction avec l'acide ascorbique, contenu dans le kiwi vert. Donc plus j'ai de I2 restant dans le milieu, moins j'ai de I2 qui a réagi avec l'acide ascorbique. Et donc j'ai moins d'acide ascorbique dans le kiwi. Et donc on peut déduire maintenant qu'il y a moins d'acide ascorbique dans un kiwi jaune de même masse. Alors, l'acide ascorbique est un réducteur, ce qui conditionne sa conservation à l'air libre. Dans cette partie, pour des raisons pratiques, on étudie ses propriétés réductrices en le faisant réagir avec du bleu de méthylène. En contact du bleu du méthylène, noté Bm+, l'acide ascorbique C6H8O6 contenu dans le jus de kiwi se transforme en un nouveau composé de formule brute C6H6O6. Alors, il nous donne les couples OX-RED associés à l'acide ascorbique C6H6O6, ça c'est l'oxydant et ça c'est le réducteur qui est l'acide ascorbique. Pareil pour le couple associé au bleu de méthylène, on trouve le Bm+, qui est l'oxydant, et le BMH, qui est le réducteur. Alors, question 11, à l'aide des demi-équations électroniques de chacun des couples mis en jeu, établir l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique ayant lieu entre l'acide ascorbique C6H8O6 et le bleu de méthylène Bm+. Donc, dans un premier temps, on va écrire les demi-équations électroniques de chaque couple, et ensuite on va essayer de trouver l'équation bilan de la réaction. Alors, pour trouver la demi-équation électronique d'un couple, je vous conseille de suivre ces 5 étapes et j'ai choisi de travailler sur le couple MnO4- Mn2+, comme un exemple d'application. Alors, dans la première étape, on va écrire l'équation sous la forme oxydant donne réducteur. Donc, dans notre cas, l'oxydant c'est le MnO4- et le réducteur c'est le Mn2+. Donc MnO4- en équilibre avec Mn2+. Deuxième étape, on équilibre les éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène. Donc dans notre cas, l'élément autre que l'oxygène et l'hydrogène, c'est l'élément Mn, le manganèse. Donc ici j'ai un atome de Mn et pareil ici j'ai un seul atome de Mn. Donc le nombre
d'éléments autres que H et O est équilibré. Donc je passe à la troisième étape et on équilibre l'élément oxygène en utilisant des H2O. Donc dans le côté oxydant, j'ai 4 atomes d'oxygène et j'ai 0 atome d'oxygène dans le côté réducteur. Donc je vais ajouter 4 molécules de H2O. Étape suivante, on équilibre l'élément H en utilisant des ions H+. Donc dans le côté réducteur, j'ai 8 H, donc 4 fois 2 ça donne 8, donc je vais ajouter 8 ions H+, donc plus 8 H+. Dernière étape, on équilibre les charges en utilisant des électrons. Donc dans ce côté, la charge totale est égale à 2+. Dans l'autre côté, j'ai 8+, plus 1-, donc ça donne 7+. Donc je vais ajouter 5 électrons pour que la charge totale soit 2+. Donc 5- plus 8+, ça donne alors 3+, avec un signe moins, ça donne 2+. Et donc voilà, notre demi-équation est équilibrée. Donc on essaie maintenant de trouver les demi-équations électroniques de chaque couple pour le couple associé à l'acide ascorbique et le couple associé au bleu de méthylène. Donc la demi-équation électronique du couple C6H6O6, C6H8O6. Première étape, je vais écrire les deux espèces sous cette forme. Oxydant à gauche et réducteur à droite. Ensuite, je vais conserver le nombre d'atomes autres que l'hydrogène et l'oxygène. Dans ce cas, c'est les atomes du carbone. Donc ici, j'ai 6 atomes du carbone et pareil ici, j'ai 6 atomes du carbone. Donc c'est bon, je passe à la troisième étape et je conserve le nombre d'atomes d'oxygène. Pareil, le nombre d'atomes d'oxygène est conservé. Donc j'ai ici 6 et 6 ici. Quatrième étape, je conserve le nombre d'atomes d'hydrogène. Ici j'ai 8 hydrogènes et ici j'ai 6 hydrogènes. Donc je vais ajouter 2 ions H+. Dernière étape, je conserve la charge. Ici la charge elle est nulle et dans le côté oxydant, la charge est égale à 2+. Donc pour annuler cette charge, je vais ajouter 2 électrons. Plus 2 électrons. Donc voilà la demi-équation électronique associée au couple de l'acide ascorbique. La demi-maintenant équation électronique du couple Bm plus BMH. Alors, première étape, je vais écrire les deux espèces sous cette forme. Oxydant à gauche, réducteur à droite. Deuxième étape, je conserve le nombre d'atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène. Donc j'ai B et M. Donc pareil ici, j'ai B et M. C'est bon, je passe à la troisième étape. Je conserve le nombre d'atomes d'oxygène. Donc j'ai pas d'oxygène dans cette demi-équation électronique. Donc je passe à la quatrième étape. Je conserve le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc dans ce côté, j'ai un seul atome d'hydrogène et dans l'autre côté, j'ai 0 atome d'hydrogène. Et donc je vais ajouter ici un ion H+. Dernière étape maintenant, c'est la conservation de la charge. Donc ici la charge elle est nulle et dans l'autre côté la charge est égale à 2+. Donc je vais ajouter 2 électrons pour annuler cette charge. Et donc c'est bon, j'ai trouvé la demi-équation électronique associée au couple du bleu de méthylène. Alors nous sommes encore dans la question 11 puisqu'il nous demande ici d'établir l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique entre l'acide ascorbique et le bleu de méthylène. Donc il ne faut pas directement additionner les deux demi-équations électroniques, mais il faut tout d'abord mettre ces deux demi-équations électroniques dans le bon sens pour chaque couple. Pour l'acide ascorbique, il joue le rôle du réducteur dans la réaction d'oxydoréduction. Donc il s'oxyde lorsqu'il est en contact avec le bleu de méthylène. Donc je vais écrire la demi-équation électronique de l'acide ascorbique dans le sens de l'oxydation. Alors, notre acide, c'est 6H8O6, qui est le réducteur, s'oxyde pour donner le C6H6O6
plus 2 électrons, plus 2 H+. Maintenant, le bleu de méthylène, il joue le rôle de l'oxydant dans la réaction d'oxydoréduction, donc il se réduit en contact avec l'acide ascorbique. Et je vais écrire alors la demi-équation électronique dans le sens de la réduction. Donc Bm plus 2 électrons plus H donne BmH. Alors, une fois j'ai bien écrit les deux équations électroniques, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais additionner les deux. Donc on additionne les deux équations précédentes en faisant en sorte de faire disparaître les électrons du bilan. Donc j'ai ici dans la partie reproduit 2 électrons et j'ai ici 2 électrons dans la partie réactive. Donc c'est bon, on peut les supprimer. Donc je vais additionner les réactifs et je vais additionner ici les produits. Alors C6H8O6 plus Bm plus 2 électrons plus H donne C6H6O6 plus 2 électrons plus 2 H plus le BmH. Donc je peux simplifier les deux électrons dans chaque côté et j'ai ici un ion H et deux ions H+. Voilà, je peux simplifier aussi un H+ de chaque côté. Et donc, qu'est-ce que je vais trouver finalement? Notre équation bilan de la réaction d'oxydoréduction qui aura lieu entre l'acide ascorbique et le bleu de méthylène. Donc, C6H8O6 plus Bm plus donne le C6H6O6 plus H plus BmH. Voilà l'équation totale de la transformation entre ces deux espèces. On réalise alors le suivi cinétique de cette réaction à de températures différentes. Après traitement des résultats, on trace sur la figure 2 l'évolution temporelle de la concentration CaSC de l'acide ascorbique pour les deux températures choisies. Donc voilà, on va suivre la concentration de l'acide ascorbique en fonction du temps. Bien évidemment, puisqu'il s'agit d'un réactif de la réaction, donc sa concentration diminue au cours du temps. Et donc on va réaliser cette expérience à différentes températures, à 28 degrés C et à 40 degrés C. Question suivante, exprimer la vitesse volumique de disparition de l'acide ascorbique en fonction de CaSC, puis déterminer sa valeur à l'instant initial à la température de 28 degrés C. Alors, je vous propose cette méthode pour déterminer la vitesse volumique de disparition graphiquement. Alors, si j'ai la courbe d'évolution de la concentration d'un réactif R au cours du temps, je peux trouver à l'instant t la valeur de la vitesse volumique de disparition. Je vous rappelle que la vitesse volumique de disparition est égale à moins dérivée de la concentration du réactif par rapport au temps. Donc mathématiquement, la vitesse volumique de disparition à l'instant t est égale à moins la pente de la tangente, puisque la dérivée, c'est la pente de la tangente à l'instant t. Et donc, pour trouver sa valeur, il faut suivre ces deux étapes. Dans la première étape, on va tracer une droite tangente à la courbe d'évolution de la concentration au cours du temps à la date t étudiée. Alors, je trace la tangente à la courbe à l'instant t. Ensuite, on détermine la pente de cette tangente à l'aide du graphique. Donc je vais déterminer la pente de cette tangente en utilisant deux points. Le point A, à l'instant TA de concentration instant A, et le point B, à l'instant TB de concentration instant B. Et donc, je peux maintenant trouver la valeur de la vitesse à l'instant T, puisque le dérivé de R par rapport au T, c'est la pente de la droite tangente à la courbe. Et donc, VR de T égale moins RB moins RA divisé sur
TB moins TA. Il faut faire attention au signe moins parce que la courbe, ou bien la droite tangente, c'est une droite décroissante, donc la pente elle est négative, donc il faut ajouter ce signe moins parce que toujours la vitesse elle est positive. Alors pour trouver la valeur de la vitesse de disparition volumique de l'acide ascorbique à l'instant t égale 0 et à la température de 28 degrés C, je vais tracer une droite tangente à la courbe à l'instant t égale 0. Ensuite, je vais essayer de trouver la pente de cette droite. Donc pour cela, on va choisir deux points. Je vais choisir le point A de coordonnées 0 secondes 1,20 10-4 mol litre moins 1. Voilà. Et le point B, ce point, de coordonnées 20 secondes et de concentration 0 mol litre moins 1. Donc pour répondre à la question, il faut tout d'abord exprimer la vitesse volumique de l'acide ascorbique en fonction de CAC, puis déterminer la valeur à l'instant initial. Alors, expression de la vitesse volumique, donc V de l'acide ascorbique à l'instant T est égal à moins dérivé de la concentration de l'acide ascorbique par rapport au temps. Maintenant, pour trouver la valeur à l'instant initial, donc on a tracé la droite tangente. Pour trouver la pente, on a choisi deux points. Le point A de coordonnées 0 secondes 1,20 fois 10 à la puissance moins 4 mol litre moins 1. Et le point B de coordonnées 20 secondes 0 mol litre moins 1. Et donc V de l'acide ascorbique à T égale 0 secondes égale moins, le signe moins, donc 0 mol moins 1,20 fois 10 à la puissance moins 4 divisé par 20 moins 0. Donc tout calcul fait donne la vitesse volumique de disparition à l'instant t égale 0 est égale à 5,5 fois 10 à la puissance moins 6. L'unité de la vitesse volumique, c'est le mol litre moins 1 par seconde, c'est-à-dire seconde moins 1. On arrive à la dernière question de cet exercice. En utilisant les courbes de la figure 2, identifiant et justifiant deux facteurs cinétiques de la réaction entre l'acide ascorbique et le bleu de méthylène. Je vous rappelle tout d'abord que les facteurs cinétiques sont la température de la réaction, la concentration des réactifs et finalement la catalyse. Alors, on remarque bien que lorsqu'on augmente la température de la réaction de 28 degrés C à 40 degrés C, la vitesse de disparition de l'acide ascorbique augmente. Par exemple, pour 28 degrés C, la réaction se termine presque à 100 secondes. Alors que, en augmentant la température à 40 degrés C, la réaction se termine presque à 40 secondes. Et donc la température ici, c'est un facteur cinétique. Le deuxième facteur cinétique, c'est la concentration des réactifs. Donc, à fur et à mesure que la réaction avance, la concentration des réactifs va diminuer et donc cela va entraîner la diminution aussi de la vitesse de disparition. La preuve que lorsque on trace des tangentes à la courbe à différents instants, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la pente de la tangente diminue au cours du temps, c'est-à-dire la vitesse de disparition diminue au cours du temps. Donc cela est dû à la diminution aussi de la concentration de l'acide ascorbique. Donc pour répondre à cette question, on va dire qu'on peut identifier les facteurs cinétiques suivants. La température, puisque la durée de la réaction est plus courte pour une température plus élevée,
et la concentration des réactifs. Donc au fur et à mesure que les réactifs sont consommés, leur concentration diminue et donc la vitesse volumique de disparition diminue. Donc on a terminé la correction de cet exercice. On se voit dans la vidéo suivante pour corriger l'exercice 2. Au revoir.